Pile-Poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Aujourd'hui, voulons-nous encore vivre ensemble avec Pierre-Henri Tavoyot. Montée de l'isolement et de l'égoïsme, conflits entre nations, affrontements politiques, tensions au sein des familles, replis identitaires, effets isolants du télétravail, des rencontres en ligne, des livraisons à domicile, jamais les liens qui tissaient nos sociétés n'ont semblé aussi fragiles. Dans un monde traversé par la défiance envers l'autre, où dominent les tentations du repli sur soi, l'exaltation de l'ego et l'exacerbation des conflits, une question essentielle surgit. La vie commune va-t-elle encore de soi? Voulons-nous encore vivre ensemble? C'est la question fondamentale que vous posez, Pierre-Henri Tavoyot. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour. C'est une question tellement fondamentale que nous allons y consacrer 2 émissions, 2 dimanches de suite. Et vous êtes donc Pierre-Henri, philosophe, essayiste, spécialiste des questions de société, de démocratie, de culture aussi. Vous enseignez à Sorbonne Université et vous présidez le collège de philosophie. Vous avez écrit beaucoup de livres que nous allons pas passer trop de temps sur tous les livres que vous avez écrits parce que les gens peuvent les retrouver un peu partout. Je préfère qu'on passe du temps à parler ensemble. Mais en tout cas, dans votre dernier ouvrage, Voulons-nous encore vivre ensemble? Vous publiez aux éditions Odile Jacob, vous explorez les racines profondes de cette crise du lien social qui semble être le fait de la société actuelle, et vous proposez une réflexion tout à fait salutaire sur les fondements de la convivialité et sur les moyens de reconstruire un nous dans une société ou des sociétés fragmentées. Alors, question toute simple pour commencer, Pierre-Henri. Avons-nous perdu le goût, avons-nous perdu le désir du vivre ensemble? Justement, je crois que c'est un point important, parce qu'on entend beaucoup l'expression vivre ensemble, défendre le vivre ensemble. Alors, c'est pas une expression que j'aime beaucoup, le vivre ensemble, parce que on peut vivre très bien ensemble, côte à côte, face à face, voire dos à dos. Et pour moi, c'est pas l'idéal de la vie commune. Et donc, je pense que vraiment le point capital n'est pas tellement le vivre ensemble, mais le vouloir vivre ensemble, comme vous le disiez à l'instant, le désir de vivre ensemble. Alors je pense fondamentalement, cassons le suspense d'emblée, je pense qu'à la question, on répond oui, nous avons encore envie de vivre ensemble. Simplement, notre situation contemporaine est assez particulière parce qu'on ne sait plus tellement ni pourquoi, ni comment, ni avec qui. Et je pense que c'est ce doute-là sur ces questions qui sont des questions très simples qui fait que ce désir nous apparaît peut-être comme moins puissant, comme mis en cause, comme déstabilisé. Et je pense que c'est l'idée ici de ce livre, c'est vraiment non pas d'inventer une réponse, ni de reconstruire, parce que je pense que le philosophe n'a aucune prétention à le faire, c'est vraiment d'essayer de dire, dans notre société d'aujourd'hui, essayons d'examiner les forces qui permettent d'attester le fait que nous avons encore envie de vivre ensemble. Essayons de mettre au jour le récit de notre vie commune, récit qu'on semble assez largement avoir oublié. Oui. Alors, dans une première partie de votre livre, Pierre-Henri Tavoyot, vous faites un constat sur les maladies du vivre ensemble ou du vouloir vivre ensemble qui sont les nôtres actuellement. Mais première question, historiquement, c'est pas la première période où le vouloir vivre ensemble semble mis en défaut. Et d'ailleurs, vous commencez
votre livre par l'évocation des guerres de Mmh. religion. Bah, c'était sacrément un moment où le vouloir vivre ensemble était quand même sacrément Contesté, oui. mis en cause. Oui. Oui, je pense que d'ailleurs c'est un moment assez fondateur. L'édit de Nantes, de ce point de vue-là, est un moment très important de notre histoire. C'est le moment où effectivement on a considéré que c'était plus la religion qui faisait la clé de voûte de la vie commune, mais que ça allait être l'État, et avec beaucoup de changements considérables. Et c'est vrai d'ailleurs, si on prend un tout petit peu de recul sur se dire, mais après toute cette question, c'est pas la première fois qu'on se l'est posée. Pendant l'immense partie de l'histoire de l'humanité, c'est une question qui se posait pas parce que la réponse était évidente. Pourquoi voulons-nous vivre ensemble? Parce que dans une société traditionnelle, au fond, il fallait faire comme on avait toujours fait. Il y a une espèce d'évidence dans les sociétés traditionnelles. La fidélité au passé, le culte des ancêtres fait que, eh bien, on va continuer ce cheminement. Ça, c'est la première grande réponse. Il y a une deuxième grande réponse qui consiste à dire que plus fondamental que le passé, il y a l'ordre des choses et que le but de la vie commune, le désir de vie commune, c'est de reproduire dans la cité l'ordre cosmique. C'est ce qui existe par exemple dans les grandes philosophies grecques, même chez Platon quand il défend la République. Pour lui, c'est voilà, s'il y a une hiérarchie dans cette république, c'est parce qu'il y a une hiérarchie dans l'univers, dans le cosmos. C'est ce qu'on retrouve aussi en Inde. Le système des castes, c'est le fait que les castes reproduisent l'ordre du monde. Donc, on s'étonne aujourd'hui d'ailleurs que cette hiérarchie qui nous paraît aussi scandaleuse ait été unanimement acceptée dans l'histoire de l'humanité. Les gens considéraient, bah oui, il y a des supérieurs, des inférieurs. Aujourd'hui, ça nous paraît un scandale. Mais c'est parce que dans ces sociétés-là, cette hiérarchie sociale était aussi naturelle que l'alternance des jours et des nuits, des saisons. C'est parfaitement naturel. Personne ne songeait à la remettre en cause. Et donc le but de la vie commune, c'est de reproduire l'ordre du monde. Et puis dans une société théologique, troisième réponse, traditionnelle, théologique, cosmologique, c'est l'idée que le vivre ensemble, c'est d'aller ensemble vers le salut. Le salut public, c'est de faire en sorte que le salut privé soit assorti, qu'on soit dans les trois monothéismes. La religion constitue la clé de voûte de la vie commune. Voilà, ça c'est les trois grandes réponses de l'évidence. Et puis à un moment donné, on s'est aperçu que le passé ne suffit pas. L'ordre du monde, on n'arrive plus à l'identifier, et le ciel se tait. Le ciel se tait, le ciel nous dit, le ciel se tait aussi parce que il est très bavard, parce qu'il y a beaucoup de divisions, parce qu'il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de querelles, et qu'on s'aperçoit que ce qui était censé faire la clé de voûte de la vie commune, c'est ce qui se passe au moment de la Renaissance en Europe, eh bien, est le premier fauteur de troubles. Donc, cette vie commune n'est plus assurée par la religion, il va falloir trouver autre chose. C'est là que la modernité surgit. Oui, c'est ça. Vous développez, dans ce livre, Voulons-nous encore vivre ensemble, qui est à la fois très, très documenté et très agréable à dire, je dois dire, très bien écrit, et très intéressant et très actuel, bien sûr, même si vous permettez de temps en temps des développements sur l'histoire, sur la philosophie, mais il parle d'aujourd'hui, c'est un livre qui parle d'aujourd'hui. Vous parlez effectivement de cette mutation de la modernité. En gros, disons, quand on est passé du théologique au politique, pourrais-je dire, au politique où l'État devient la source du vivre ensemble. Et à partir du moment où l'État devient la source du vivre ensemble, on a l'impression que c'est là que les ennuis commencent, parce que l'État ne reconnaît finalement que des individus et ne reconnaît plus des groupes, des religions, des castes, etc. C'est-à-dire, on reconnaît d'un côté un groupe, c'est la nation en l'occurrence, donc c'est le moment où de la constitution du groupe national, et de l'autre côté, effectivement, l'idée que cette nation n'est composée que des individus et commence à émerger, alors très progressivement, il faut là être prudent, mais cette situation dans laquelle nous sommes toujours et qui peut paraître monstrueuse à l'aune de l'histoire de l'humanité et même aujourd'hui à l'aune de la géographie, c'est-à-dire que nous sommes en train d'inventer des sociétés d'individus. Or, en toute logique, une société d'individus, c'est un monstre. Soit il y a de la société et il n'y a pas les individus ont une valeur moindre, soit il y a de l'individu et dans ce cas-là, la société ne vaut pas. Et donc nous avons inventé cette affaire. Ils ont dit mais ça n'a aucune chance de marcher, ça n'a aucune raison de marcher, pourtant nous sommes là-dedans. Donc c'est la source du problème. Je dis tout de suite que on peut considérer que ça marche, une société d'individus, et c'est ça le défi de notre temps présent, à condition de penser les choses non pas de manière statique, c'est contradictoire, mais de manière dynamique. Une société d'individus, c'est une société qui fabrique des individus, à condition que ces individus fabriquent de la société. Et là, non seulement ça marche, mais ça marche très bien. Et c'est même extraordinaire. D'ailleurs, ça a marché.
Ça Ça a marché parce que les sociétés qu'on a connues au 19e, 20e siècle, avec tous leurs défauts, étaient des sociétés où cohabitaient, par exemple en France, la démocratie, une certaine forme d'égalité, en tout cas dans l'idéologie, et une vraie société avec des groupements, avec des gens qui vivaient en société, quoi, qui Alors, faisaient société. je serais peut-être moins optimiste sur ou nostalgique à l'égard de cette situation passée, parce que l'individu, quand même, avait un peu de mal à émerger dans ces logiques-là. Et par exemple, prenons la condition de la femme. En l'occurrence, elle avait vraiment du mal à émerger de ces logiques communautaires. Et donc, d'une certaine façon, la promesse d'un individu réalisé n'était pas totalement achevée. Donc, d'une certaine manière, on a eu un premier processus qui s'est produit. Ce processus, c'est l'émancipation de l'individu des communautés. Mais la difficulté de notre situation actuelle, c'est qu'on a l'aller, mais on n'a pas encore le retour. Et le retour, c'est le moment où cet individu émancipé des sociétés prend conscience qu'il doit prendre soin lui-même de la société. Et on est dans cette situation-là. Maintenant, il faut que cet individu émancipé, libre de tout, plein de droits, etc., prenne conscience qu'il ne peut pas être un individu sans la société. Alors que, voyez, souvent, on voit d'ailleurs dans la jeunesse des gens qui disent « Ah oui, mais la société m'empêche d'être libre ». C'est faux. La société permet d'être libre. Entre l'homme de Cro-Magnon et aujourd'hui, évidemment, la liberté est considérable. Évidemment, il y a plein d'obstacles. Évidemment que les autres sont des ennuis, des frustrations. Mais cette société nous permet d'être libres et c'est pour ça que nous devons en prendre soin. Voilà le défi du temps à venir. C'est pour ça que je n'ai pas de nostalgie pour le passé. C'est nous avons réussi à produire des individus. Maintenant, il faut que ces individus réussissent à produire de la société. Ouais. Alors, il y a une idée que vous évoquez et qui traverse d'une certaine façon votre livre, qui est l'idée que nos sociétés actuelles, la démocratie, finalement, s'adresse à des gens adultes. C'est-à-dire que il y a un processus qui fait que nous sommes, la société nous permet de vivre en tant qu'adultes, c'est-à-dire de gens qui sont devenus adultes. Je pense que c'est le trait vraiment majeur de ce qu'on peut appeler avec fierté la civilisation démocratique. Je pense que on peut la définir de cette manière, c'est la civilisation des grandes personnes. Ouais. Si on regarde les grandes civilisations dans le passé, extraordinaires, des productions culturelles absolument faramineuses, mais leur trait caractéristique commun, général, c'est de dire il y a quelques grandes personnes et puis tous les autres sont des enfants, des mineurs. Alors, les femmes, ça va de soi, les pauvres, etc. Enfin voilà, on a une logique extrêmement. La civilisation de la démocratie est la seule à dire tous les humains sont majeurs. Potentiellement, et ils ne sont mineurs que par accident. Vous voyez, à Rome, par exemple, seuls sont majeurs, les maiores, les pater familias, les pères de famille. Tous les autres sont des mineurs. Si vous avez 60 ans et que vous avez encore votre père, vous êtes un mineur, vous êtes un adolescent en quelque sorte. Donc c'est quand même un peu frustrant. Et la civilisation démocratique est la seule à dire tous les humains sont grands. C'est un truc extraordinaire. Donc, on dit aujourd'hui, mais cette société est démocratie, c'est impérialiste, c'est capitaliste, c'est raciste, c'est capitaliste, c'est consumériste, c'est machiste. Non, c'est la seule civilisation des grandes personnes. Et cette promesse est extraordinaire. Et nous devrions être fiers de cet apport civilisationnel unique. Mais quand vous parlez d'un apport civilisationnel, c'est finalement... Disons les choses, c'est l'apport civilisationnel de l'Europe. C'est l'apport civilisationnel de l'Europe. C'est effectivement, je dis démocratique pour pas être ethnocentrique, oui. Parce que effectivement, disons que l'Europe l'a apporté au monde. L'Europe l'a apporté au monde en considérant que les humains étaient égaux, que tous les humains, voilà, le message. Pardon, je prononce ce terme, l'évangile de la démocratie, dont on peut faire l'histoire, ça tombe pas du ciel, hein, si je puis dire, c'est tous les humains sont grands, tous les humains peuvent grandir, et nous pouvons grandir ensemble. C'est un truc extraordinaire. La beauté de ce message est sidérante, et nous détestons notre civilisation. On dit oui, elle a été impérialiste, colonialiste, raciste, machiste, etc. Elle a détruit la nature. Mais ce message-là est éblouissant. Et donc, ma tentative, je ne peux pas la réaliser dans ce livre, mais c'est ça le projet, c'est de dire retrouvons le sens profond de ce récit de notre société. Si nous voulons encore vivre ensemble, c'est parce que la vie commune nous permet de grandir et de faire grandir. Pourquoi faire grandir ?
Parce qu'en vérité, on ne peut pas grandir sans faire grandir les autres. C'est le grand défi. On a tous, vous voyez, cette petite question toute simple qu'on peut poser en famille, d'ailleurs, dans les repas. À quel âge vous êtes-vous senti adulte? Euh, Réponse très intéressante. L'immense partie des Ça personnes... dépend sur quel plan. Ouais. Alors, Ouais. oui, il y a des... C'est ça, Ouais. il faut laisser la question ouverte, mais parce que les gens disent, ouais, c'est pas on le devient pas d'un seul coup, ça prend... Mais quand les gens ont une réponse, ils disent, bon, c'est quand même au moment de la naissance du premier enfant. Attention, tous les parents ne sont pas adultes et tous les adultes ne sont pas parents, bien sûr, ça ne suffit pas, mais c'est le moment où, en quelque sorte, on se décentre. C'est-à-dire, on a le sentiment de grandir Responsabilité. quand on devient responsable et quand on fait grandir les autres. Ouais. Et je trouve que ce message-là, voilà, c'est le vouloir vivre ensemble, grandir et faire grandir. Devenir adulte, c'est un message extraordinaire. Les religions en sont porteuses à certains égards. Elles en sont porteuses à certains égards. Dans d'autres, au contraire, elles rétrécissent, elles rabougrissent pour certains égards. Mais voilà, le message spirituel de la civilisation de la démocratie, héritière des grandes religions, c'est grandir et faire grandir. Ouais. Mais c'est compliqué d'être adulte. C'est compliqué de vivre en adulte. C'est-à-dire, ce qui suit, c'est l'égalité, c'est la liberté. C'est compliqué d'être libre. Ça, vous en parlez dans votre livre. Et la tentation, c'est quand même de façon récurrente de pouvoir déléguer cette liberté quelque part et on vit de façon plus tranquille. Oui, de se soumettre à, voilà, à des À un ordre dogmes, social, à une à religion. des Ouais. vérités toutes faites, à des pratiques non réfléchies. Oui, le rapport au rite peut être... on a deux rapports possibles. On peut avoir un rite réfléchi sur lequel on se dit, bon voilà, j'accepte, j'y réfléchis, j'y pense, ou un rite automatique. Les deux sont possibles. Le judaïsme est bien placé pour le savoir. Donc, ces deux possibilités sont présentes. Se soumettre librement à des rites que l'on choisit pour lesquels on donne un sens, ou au contraire le faire de manière automatique et par pur conformisme et uniformité. Les deux sont possibles. Donc, Ou ça peut être les deux, je dirais, dans le cours d'une vie. ou ça peut, bien sûr, le Parce deux que dans c'est le le processus aussi, c'est de se dire, on fait ce qu'ont font les parents, et puis après, on voit si on le réfléchit. fait volontairement ou pas. On C'est le cas de s'approprie. l'éducation, c'est le cas Voilà. de beaucoup de choses. On s'approprie cet héritage et c'est ce moment. Mais quand on essaie de définir justement l'adulte, c'est un beau sujet. C'est vrai qu'il y a trois mots en général quand on essaie d'approfondir ce terme qui reviennent. C'est l'idée d'expérience, l'idée de responsabilité et l'idée d'autonomie. Voilà. Ce qui fait un petit système de sagesse assez joli. L'expérience, c'est le rapport au monde. La responsabilité, c'est le rapport aux autres. Et l'autonomie, c'est le rapport à soi. Voilà, c'est beau cette affaire. Et je trouve que de dire que la clé de voûte de notre vie commune, c'est ce projet tout bête, tout simple, de grandir, nous, en faisant grandir les autres, c'est quelque chose qui réenchante, mais de manière laïque. Pas besoin si les religions veulent mettre leur mot là-dedans, c'est leur droit, qui réenchante notre vie commune et qui leur donne un... C'est pour ça que, d'ailleurs, pour moi, le vrai problème aujourd'hui, c'est effectivement pour nos civilisations et nos pays, notre pays, la dénatalité, c'est-à-dire le fait qu'effectivement, on constate que les jeunes ne veulent plus avoir d'enfants. Je me dis, comment on fait dans une démocratie si on n'a plus d'enfants, si on n'a plus des petits à faire grandir? C'est très très compliqué. Parce que là, pour le coup, le frein à l'égoïsme, ça va être difficile à identifier. Ça, c'est un des points importants. Et puis, on pourrait parler, vous en parlez aussi, du développement actuel, disons de ce qu'on pourrait appeler le populisme un peu partout, qui est une manière de renoncer à l'adulte et pour infantiliser d'une certaine façon, puisque donner des explications simples au monde, c'est un peu ce qu'on fait avec un enfant. Oui, oui, alors populisme, c'est toujours très, très difficile à définir, mais c'est vrai que ce qu'on voit, c'est l'absence de cohérence. Hein. Souvent, on dit oui, il y a le populisme est lié avec le fascisme. Je pense que c'est une erreur. Le fascisme est très cohérent. C'est une idéologie très, très, très puissante, très, très, très constituée, très, très articulée. Mussolini est un grand intellectuel. Trump, c'est pas du tout un intellectuel. Il dit un truc et le lendemain, il dit son contraire, ce qui n'aurait jamais été le cas des fascistes, qui étaient au contraire, alors pour le meilleur et pour le pire, enfin pour le pire, soyons clairs directement, pour le pire, mais au moins c'est articulé, c'est identifiable, c'est prévisible.
Là, le populisme, c'est l'idéologie molle par excellence. Ouais. C'est l'idéologie du tweet. Et donc, c'est ça qui, effectivement, fait un peu adolescent ou enfantin dans cette affaire. C'est que c'est la logique des passions qui s'accumulent. Et ça, effectivement, c'est un élément inquiétant. Ouais. Mais on a l'impression que ça n'a pas finalement, que ça n'a pas grande importance, qu'une personne dise. Trump est loin d'être le seul à se contredire, j'irai dans le quart d'heure. Il y en a d'autres. Et on a l'impression que finalement, que c'est pas très grave, que dire quelque chose, de dire autre chose, ça change, le monde change. Et ce qui est important, c'est peut-être l'impulsion un peu qu'on donne. Oui, et puis même l'impulsion n'est pas très cohérente. Quand il a dit à un moment donné, Zelensky est un dictateur, et puis on lui dit, vous avez dit Zelensky est un dictateur, il dit, bah non, I can't believe it, je ne peux pas croire que j'ai dit ça. On lui montre le truc, et voilà. C'est hallucinant. C'est-à-dire que comment discuter avec quelqu'un qui considère que ces paroles n'ont pas existé. Alors là, pour le coup, c'est très, très troublant. Enfin, et quand c'est un responsable politique, vous voyez, expérience, responsabilité, autonomie, là, la dimension de responsabilité et d'expérience n'est pas présente. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de tangible. C'est très, très inquiétant. Donc non, c'est pas une bonne nouvelle. Alors, Pierre-Henri Tavoyot, il y a une notion aussi que vous développez dans ce livre, hein, Voulons-nous encore vivre ensemble c'est quelque chose dont on parle beaucoup actuellement, c'est l'autorité, la remise en cause de l'autorité, le fait. Parce qu'effectivement, une société sans autorité paraît difficile à envisager. Et pourtant, c'est un lieu commun de dire qu'on vit dans un moment où l'autorité est contestée pour des bonnes et des mauvaises raisons, et parfois à juste titre d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait, comment est-ce qu'on peut bâtir de façon post-autoritaire une société ? En fait, il faut bien arriver à identifier la définition de l'autorité. C'est-à-dire que l'autorité, c'est pas le pouvoir, parce qu'il y a un pouvoir sans autorité et une autorité sans pouvoir. C'est-à-dire que, par exemple, le pouvoir sans autorité, c'est ce qu'on appelle le petit chef. Voilà, le petit chef, il a toutes les manettes, mais vraiment aucun prestige. Et l'autorité sans pouvoir, c'est le vieux sage, celui qu'on va consulter. L'autorité, c'est pas non plus l'argumentation rationnelle, puisque justement, il y a un argument d'autorité. Alors, l'argument d'autorité, c'est l'argument qui ne s'argumente pas. Donc, c'est très étrange, l'autorité. Moi, je la qualifie de manière très triviale comme une sorte de dopage. L'autorité, c'est un augmentateur. C'est l'étymologie, d'ailleurs. Augere en latin, on augmente. Ça augmente un pouvoir ou un argument. Grâce à l'autorité, un pouvoir dure plus longtemps que la force. Grâce à l'autorité, un argument a plus de valeur que les autres. Pourquoi ? On ne sait pas trop. Et donc, il y a quelque chose qui vient irradier cette autorité pour la faire durer ou valoir plus. Donc, là encore, les trois schémas que j'évoquais tout à l'heure sont présents. C'est-à-dire que pendant très longtemps, l'autorité, elle venait du passé. L'autorité, elle venait de l'ordre du monde, ou elle venait de la théologie. Or, nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous devons inventer, comme disent les comptables, l'autorité sur ressources propres. Ressources propres, voilà. C'est-à-dire qu'on doit trouver en nous ce qui augmente. C'est la démocratie, hein. Ce qui est l'absurdité même de la démocratie. Moi, je la figure toujours par cette image du baron de Munchausen. Vous savez, ce baron légendaire germanique qui se promène dans la forêt avec son cheval. Il décide de sauter une mare avec son cheval. Et puis, pouf, il tombe en plein milieu de la mare avec son cheval. Et il commence à couler jusqu'à ce qu'il ait l'idée géniale. Il se prend par les cheveux qu'il avait très longs et il se sort lui-même de la mare avec son cheval. Le truc est absurde. C'est la démocratie. Mais c'est ça la démocratie, c'est comment un peuple se sort lui-même du pétrin dans lequel il s'est mis sur ressources propres. Donc ça paraît absurde et ça n'a aucun sens. Sauf si on considère que cette autorité, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'autorité qui fait grandir. La bonne autorité, celle qu'on cherche à l'âge démocratique, c'est l'autorité qui fait grandir à la fois celui qui l'exerce et celui qui s'y soumet. C'est l'autorité du parent. L'autorité du parent, elle n'a pas volonté de rabougrir ses petits-enfants. Elle a pour objectif, normalement, pas toujours, hein, elle a pour objectif de faire grandir. Et c'est ça l'autorité démocratique. Alors c'est très difficile à incarner, on est pris par des doutes, des difficultés. Oui, mais c'est d'autant plus difficile à incarner que souvent, on ne peut pas baser l'autorité sur le savoir, puisque souvent les enfants, les adolescents, pour le coup, en savent plus sur le monde que les adultes. Donc, d'où alors ça, je serais quand même, ils en savent plus sur les technologies, ils en savent plus sur l'actualité. En savoir plus sur le monde,
Je suis pas sûr, parce que je pense qu'un des traits caractéristiques de l'adulte, c'est ce que j'appelais tout à l'heure l'expérience. L'expérience, c'est le fait d'avoir suffisamment expérimenté pour être capable de faire face à ce qu'on n'a pas expérimenté. Et le jeune, il n'a pas ça. Pardon, le jeune, il n'a pas ça, parce que le jeune, quand on dit laisse-moi te donner un bon conseil, il dit non, non, je sais. L'adulte sait qu'il ne sait pas. C'est la vieille phrase de Socrate. Ouais. Et ça, c'est l'élément clé. On devient adulte quand on commence à savoir ce qu'on ne sait pas. On devient adulte au moment où même où on doute d'être soi-même adulte. Et ça, c'est très profond. C'est l'idée qu'effectivement, oui, le syndrome de l'imposteur qu'on a tous, je crois. Oui, vous m'avez présenté, professeur à la Sorbonne, tout le monde dit oh, qu'est-ce qu'il doit savoir de choses. Si vous saviez, chers auditeurs, ce qui me manque en termes de savoir et de rigueur, vous n'écouteriez pas cette émission. Mais je fais illusion. Voilà, j'arrive à convaincre. J'écris des livres, je travaille, je sais ce qui me manque. Ce sentiment-là de l'adulte, c'est ça le pilier. C'est pas la toute-puissance, c'est pas l'omniscience. Personne ne l'a. Mais est-ce que c'est pas, alors, je vous dis un peu, mais pour pouvoir entendre ce langage-là, est-ce qu'il ne faut pas être déjà adulte Oui. à son tour? Absolument. Il faut déjà être adulte. Est-ce que c'est un langage qu'on peut tenir à des enfants ou à des gens qui n'ont pas la moindre envie d'être adultes? Mais ça viendra. Ça existe. Ça viendra. On l'a tous été. On a tous été, pardon, il y a une expression, des petits cons. Voilà, c'est pas un concept philosophique, désolé, hein, mais c'est-à-dire des gens qui peuvent tout savoir, tout pouvoir, pas connaître la mort, pas connaître le malheur. Bon. Et puis à un moment donné, effectivement, comme nous avons, nous adultes, eu cette expérience d'avoir été, je reprends l'expression, pardonnez-moi, des petits cons, ou des petites connes, soyons paritaires, hein, eh bien, on se dit, voilà, je sais, j'ai une pensée suffisamment élargie pour dire, bah, ces gens-là qui voilà, prétendent tout savoir, je vais leur faire confiance aussi, parce qu'ils vont devenir adultes. Je pense que c'est très, très, très bête. On a tous vécu ça dans nos vies, et c'est ça la clé que j'essaie d'identifier dans tous les secteurs de la société. C'est ça le vrai pivot. Voilà. Ce désir-là de faire grandir autour de nous notre famille, nos associations, notre radio, notre entreprise, notre pays, notre région, ce désir-là qui nous fait sortir de l'égoïsme et qui nous dit, voilà, une vie réussie, c'est une vie qui fait grandir les autres. Eh bien, je crois que ça, on doit le raconter, on doit le dire, on doit l'illustrer, on doit le repenser, le décliner, le conjuguer dans toutes les formes. C'est quelque chose qui constitue la clé de voûte de notre vie commune. Alors, Pierre-Henri Tavoyot, sur les 2 derniers siècles, il est net qu'on a fait passer à l'âge adulte, au moins dans les idées, des gens qui, par exemple, au XIXe siècle, n'étaient pas considérés comme des adultes. La femme n'était pas considérée comme adulte, les adolescents, d'une certaine façon, ne l'étaient pas. Les peuples qu'on conquérait par la politique colonialiste n'étaient pas considérés comme adultes. Les peuples enfants, comme on disait. Voilà. Les ouvriers, d'une certaine façon, n'étaient pas encore considérés. Disons que le monde prônait l'égalité d'une certaine façon, mais ne considérait pas les gens comme adultes. Tout ça a changé, et pourtant, on a l'impression que il y a toujours des combats qui nous mènent parfois à des choses. Alors vous parlez du wokisme beaucoup, c'est-à-dire que on a prolongé ces combats du 19e siècle qui étaient des combats tout à fait justes et honorables pour en faire quelque chose qui, du coup, finit par nous infantiliser. C'est quoi ce mouvement? Alors, je vous pose la question, vous l'analysez en profondeur dans votre livre, mais j'aimerais que vous nous en parliez un peu parce que c'est assez saisissant. Oui, il y a quelque chose de ce qu'on appelle le paradoxe de Tocqueville dans cette affaire. Le paradoxe de Tocqueville, c'est, vous savez, c'est de dire plus le monde devient égalitaire, plus les inégalités paraissent scandaleuses. Dans le monde de la hiérarchie, les inégalités, elles sont admises. Tout le monde, personne ne les conteste. Et puis, plus on rentre dans le monde de l'égalité, comme dit Tocqueville, plus la moindre petite inégalité, peut-être même la moindre différence devient un scandale. Et donc, on est dans cette logique aujourd'hui. Si on cherche à définir le wokisme, parce que beaucoup de gens disent le wokisme n'existe pas, c'est un fantasme de l'extrême droite. Alors voilà, dès qu'on dénonce le wokisme, on est d'extrême droite. Je pense qu'on peut le définir assez rigoureusement. C'est une idéologie qui consiste à dire, pour le dire très simplement, c'est pas de dire qu'il y a des discriminations.
et de dénoncer les discriminations. Ça, si c'est le cas, je suis woke à 100%. Les discriminations sont absolument... C'est de dire que tout est discrimination. Tout absolument est discrimination. C'est-à-dire, vous tenez la porte à une dame, vous êtes dans le patriarcat. Vous dites que l'obésité est une maladie, vous êtes grossophobe. Vous considérez que la couleur de la peau n'a pas d'importance parce que vous considérez que vous êtes universaliste, vous êtes raciste parce que ça veut dire que vous êtes aveugle, comme on dit en américain, colorblind. Vous êtes aveugle aux différences et aux discriminations. Voilà. Et donc, en fait, tous les comportements se réduisent à une logique, qui est la logique woke par excellence. La seule manière des humains de se rapporter les uns aux autres, c'est dominant, dominé, coupable, victime. Il n'y a pas d'autre relation possible. Voilà. Ça, c'est la base, si je puis dire, ontologique ou philosophique du wokisme. Tout est rapport de force. Tout est culpabilité. À partir de là, vous pouvez dire, attendez, mais quand même, les choses vont mieux par rapport justement au 19e siècle, où la condition ouvrière, la condition féminine. Pas du tout que nini. Vous êtes dans l'illusion. Pas du tout, ça va de pire en pire. Les pauvres sont de plus en plus pauvres, les riches sont de plus en plus riches, les femmes sont de plus en plus exploitées et discriminées. Il y a des nouvelles discriminations qui arrivent. Le racisme est encore plus sournois parce qu'il est invisibilisé. Voilà. Donc, que nenni, c'est plus grave. Troisième idée, face à cette gravité, vous devez vous réveiller. Woke. Il faut se réveiller, il faut prendre conscience de toutes ces discriminations qu'on ne voit pas, parce qu'on est abruti par les sociétés de consommation, etc. Donc, tout est discrimination, on ne les voit pas, il faut qu'on les voit toutes, et à partir de là, il faut agir, et c'est là qu'intervient la cancellisation. Voilà ce qu'est, au sens strict, le wokisme. La cancellisation, c'est-à-dire agir, ça veut dire annuler, interdire les conférences. Comme si ces choses ne devaient pas exister. Voilà, et abolir tout ça. Il faut modifier le passé, détruire les statues, changer les noms de rues. Si, par exemple, on dit, la statue Washington avait des esclaves aux États-Unis, donc il faut abolir la statue de Washington. Alors, je me dis, bientôt, on arrivera à dire, Aristote défendait l'esclavage naturel, donc ça veut dire qu'il ne faut plus lire Aristote. Enfin voilà, on arrive à des trucs. Les petits nègres d'Agatha Christie, il faut changer le titre. Et on arrive à un véritable révisionnisme. Donc, ceux qui disent que le wokisme n'existe pas, je veux dire, ne voient pas ça. Alors, attention, le wokisme, pour moi, c'est vraiment ces trois étapes du raisonnement. C'est-à-dire, tout est combat. Le combat n'est pas non seulement achevé, mais il doit s'accentuer et il doit être mené. Si on n'a qu'un élément du raisonnement, on dénonce des discriminations, ça peut être excessif, etc. Mais on n'est pas dans le wokisme. Le wokisme, c'est vraiment ces trois moments-là. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce que j'appelle l'idéologie de la discorde. C'est l'idéologie de la discorde, c'est-à-dire quand vous avez quelqu'un de woke en face de vous, il n'y a aucun moyen de discuter, de débattre. On est dans une logique qui inévitablement va aller vers une logique de confrontation et de conflictualisation. Alors, encore une fois, ce n'est pas forcément la menace la plus redoutable de notre société, mais je trouve que ça pourrit vraiment les relations humaines. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de témoignages du fait que dans les repas de famille, pas forcément simplement d'une manière intergénérationnelle, mais la discussion devient extrêmement difficile et extrêmement conflictuelle parce que les gens disent, voilà, tu as fait ça, donc tu as tenu la porte sous prétexte de galanterie, tu es un vieux patriarche ou patriarcat, un vieux machiste, ou sous prétexte d'avoir dit telle chose. On arrive à des conflictualisations qui, à mon sens, me paraissent très, très inutiles et contre-productifs par rapport aux objectifs de dire qu'il y a en effet des discriminations et qu'il faut combattre, mais qu'il faut combattre pas en utilisant cette idéologie. Mais on a l'impression que en fait, on vit tout ça, et on a l'impression que c'est une espèce de tournure d'esprit qui s'est imposée aux gens, qui est de voir effectivement les choses, comme vous disiez, comme combat permanent, rapport de force. Et ça, c'est infini, parce qu'on trouvera toujours quelque chose qui décèle, qui révèle quelque part un travail sur soi, etc. Oui, c'est d'être aussi dans une logique du camp du bien, c'est-à-dire on est convaincu que le bien, on a le bien, et que la moindre petite frustration et contrariété constitue une sorte d'objection. On voit d'ailleurs dans le débat, c'est-à-dire de dire, les gens discutent et disent « Ah mais comment vous avez invité cette personne sur les radios ? Je ne suis pas d'accord avec elle. Pourquoi vous l'avez invitée ? C'est scandaleux. Il ne faudrait pas qu'elle ait le droit à la parole. »
est quand même dans un truc hallucinant ici. Dans les universités, les conférences qui sont annulées. Encore une fois, le révisionnisme historique. Mais on est dans une logique de folie Mais furieuse. comment se fait-il, vous qui êtes universitaire, enfin qui êtes professeur, comment se fait-il que ce soit dans les universités, aux États-Unis comme en France, comme ailleurs, comme en Angleterre, que ce soit dans les universités, c'est-à-dire là où les gens devraient être, parlons simple, le plus intelligents, que ces manifestations sont le plus marquantes. Bon, alors, il faut après, toute l'université n'est pas gangrénée par le wokisme, mais c'est vrai que ça suscite une peur. Beaucoup de collègues sont un peu tétanisés par ça. Il y a deux choses, à mon avis, qui expliquent le phénomène. D'une part, le fait que les débats universitaires sont relativement clandestins, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont lieu. Il y a un deuxième élément qui consiste à dire qu'il y a une sorte d'idéologie européenne qui fait qu'on va booster, pour des raisons qui ne sont pas d'ailleurs forcément absurdes, mais des recherches, par exemple, les recherches d'études de genre ont été financées de manière massive. Donc, si vous faites une recherche sur je sais pas, la dialectique transcendantale de Kant, ça va être difficile de trouver un financement, mais si vous faites une recherche sur le genre et Kant, là, vous allez pouvoir trouver un financement. C'est beaucoup plus facile. Et puis, il y a une logique aussi qui est très, très simple, ça fait des thèses très faciles à faire, puisque vous avez le résultat avant de faire la recherche. Ouais, Voilà. c'est pas la peine. Donc, vous avez la réponse avant vous avez d'avoir. la réponse avant de faire le travail. Donc, du coup, voilà, c'est un travail qui est un travail pas très très exigeant. Voilà. Donc, voyons, parfois en sociologie, Donc ça transforme les recherches scientifiques en une espèce de propagande, ce qui a existé par le passé. Oui, ça existait par le passé, donc ça, c'est pas quelque chose de neuf. Enfin, voilà, rappelons les moments où l'université est traversée par le maoïsme, par le stalinisme art, donc c'est pas quelque chose qui est absolument, absolument neuf. Non, il y a peut-être un point sur lequel il y a peut-être une pointe de nostalgie, c'est que, disons, la lecture des textes fondamentaux, bon, un instituteur communiste, il respecte le texte. Là, il y a quand même beaucoup de médiocrité. Voilà, des textes qui ne sont pas d'une qualité époustouflante, on va dire ça. Voilà, mais j'ai conscience ici de faire un peu puisque la le jeu pour réponse est déjà connue à l'avance. Oui. Voilà, le reste c'est de l'habillage. Le reste, c'est de l'habillage, oui. C'est pour ça que c'est très facile à faire. Ouais. Intellectuellement, c'est extrêmement facile à faire. C'est vrai que quand vous vous posez une vraie question, moi j'ai toujours remarqué que plus j'avance en âge, plus les bouquins sont difficiles à faire. Parce que les questions que j'ai laissées de côté, il faut les affronter et ça devient de plus en plus difficile. Alors peut-être l'esprit aussi est moins vif, mais voilà, parce que je pense qu'il y a des questions qui restent ouvertes. Là, si vous avez la réponse avant tout, ça devient extrêmement facile de faire des articles ou des livres. Alors, vous parlez effectivement du wokisme et vous parlez de cette espèce de vision, de cette vision en lutte, où tout doit être lutte, tout est oppression, tout est rapport de force. Il y a des bénéfices à ça aussi pour les gens qui l'utilisent. Et là, ça peut être à droite comme à gauche, je veux dire, ça peut être un peu partout. Oui. Il y a quand même des bénéfices politiques, il y a des bénéfices personnels, il y a des bénéfices financiers, il y a toutes sortes de bénéfices à hystériser la société d'une certaine façon. Oui, je pense que au-delà même de cet intérêt, il faut peut-être, j'insisterai sur le bénéfice personnel, c'est-à-dire que parce que c'est vrai qu'on a aujourd'hui, si on regarde les clés de lecture sur la société, on a, hormis le wokisme, on a la lutte des classes, presque un peu vintage maintenant, la lutte des sexes, la guerre des générations, la guerre des races qui est ressurgie, et puis la guerre des civilisations. Et donc, si vous voulez, spontanément, vous arrivez sur le marché des idées, vous dites, quelle guerre vais-je choisir ? Alors les 4 premières sont un peu à gauche, l'autre, la guerre des civilisations, c'est un peu à droite, mais voilà. Et il faut bien avoir conscience que cet aspect est formidablement rassurant, paradoxalement. C'est-à-dire que vous arrivez sur le marché, vous comprenez rien à cette société complexe, difficile. Pas complexe en soi, toutes les sociétés ont été complexes, mais complexe parce qu'on n'a pas de grands récits religieux ou idéologiques qui permettent de tout expliquer. Et donc, c'est très inquiétant. Et donc, vous vous précipitez sur le premier scénario venu. Alors, Qui est un récit. Qui est le récit de la guerre. Ouais. Et la guerre, ça marche très bien. Il y a les bons et puis il y a les méchants.
Et en général, les bons, c'est vous, les méchants, c'est les autres. Et donc, c'est très, très gratifiant intellectuellement et politiquement, parce que comme vous êtes bon, bah, vous allez chercher les autres bons qui sont avec vous, donc ça fait un peu communauté alors qu'on se sent très, très isolé. Vous allez savoir quoi dire, vous allez faire une thèse sur le sujet, sur les méchants patriarcaux, grossophobes ou transphobes, enfin voilà. Donc, ça donne un sens à votre vie. Et donc, cette conflictualisation dans un univers pacifié est en fait terriblement rassurante. Simplement, elle a pour effet de pourrir la vie. C'est-à-dire qu'effectivement, la vie avec votre entourage, la vie avec... ça tend considérablement les conflits. Je nie pas qu'il y a des discriminations, encore une fois, hein. Je dis que cette grille de lecture conflictuelle est à la fois fausse et contre-productive. C'est-à-dire qu'on ne luttera pas contre les discriminations avec l'idéologie woke. Et que par ailleurs, elle présente une vision simpliste de la société, y compris pour la droite, la guerre des civilisations. La guerre des civilisations, disons, voilà, les civilisations s'affrontent, il y a l'islam d'un côté. Quand on regarde les choses, chaque civilisation est traversée par une guerre civile. L'islam est En traversé tout cas, des par contradictions. des C'est ça, contradictions. La civilisation n'est pas un bloc. ouais. Et j'essaie de faire une petite histoire Ouais. rapide pour Ouais. dire, voilà, l'islam, c'est traversé entre Mustafa Kemal et les frères musulmans. C'est quand même Mustafa Kemal qui supprime le califat, qui produit les frères musulmans. Enfin, c'est pas un truc qui a lieu entre l'Occident et l'islam. Au sein de la culture asiatique, entre les défenseurs du confucianisme, Singapour, Lee Kuan Yew, et puis de l'autre côté, les partisans de la démocratie à Taïwan et en Corée du Sud et au Japon, il y a des vrais conflits. Donc chaque civilisation est traversée par des guerres internes, des querelles des anciens et des modernes. Donc le schéma d'une guerre entre civilisations, défendu brillamment d'ailleurs par Huntington, me paraît profondément erroné. Et donc c'est faux, ce schéma des guerres. Alors, il y a des guerres qui existent, là, pour le coup, il faut les identifier, mais on voit très bien que ce ne sont pas des guerres de civilisation, en l'occurrence. Enfin, par exemple, l'Ukraine, c'est quand même au sein du monde slave que les choses se tiraillent assez largement. Donc, c'est cette dimension de guerre qu'il faut arriver, y compris au Proche-Orient. Enfin, voilà, on voit très bien que entre les pays musulmans des Émirats arabes unis et puis d'Arabie saoudite, et puis l'Iran et peut-être la Turquie, c'est pas exactement les mêmes choses qui sont en jeu. Et Donc, Israël même est traversé par des conflits très importants. D'une grande C'est vrai gravité, qu'on représente le Hamas comme un mouvement de résistance. En général, un mouvement de résistance, c'est un mouvement qui libère son peuple. Jusqu'à preuve du contraire, le Hamas ne libère pas son peuple. C'est pas du tout son projet, en l'occurrence. Donc voilà, on a ici des schémas qui sont des schémas complètement délirants. Alors pour le coup, qui atteignent un degré de délire qui est gravissime. Alors, on voit bien, Pierre-Henri Tavoyot, que une des conséquences de cette vision du monde comme rapport de force, comme combat pour des droits, etc., poussé à l'extrême, crée des mots, crée des réalités qui parfois n'existent pas ou n'existent plus, ou existent beaucoup moins. Vous parlez du patriarcat, par exemple. Voilà, on va se faire un petit peu. Mais que le patriarcat ait existé et continue à exister sur certaines formes, bien entendu. Mais est-ce que finalement on ne s'accroche pas à un mot pour faire croire que la réalité n'a pas changé alors qu'elle a quand même fondamentalement changé? Le patriarcat est un très bon exemple. C'est alors un exemple piégeux parce que là, on va se faire flinguer dans les minutes. Non, c'est pas grave. Mais pas grave. Le mot n'a aucun sens. C'est-à-dire que le patriarcat, c'est le pouvoir des pères. Or, vous avez beau regarder dans le droit français aujourd'hui, du patriarcat dans le droit français, il ne reste rien. Mais rien du tout. Alors on va vous dire, on va dire, dans le droit il ne reste rien, et dans les têtes, dans les faits il reste des choses. Alors le patriarcat c'est intéressant parce que c'est l'idée d'une domination de l'homme sur la femme et même des schémas qui disent cette domination c'est le fait anthropologique majeur de l'humanité. Alors il faut bien voir que faire l'histoire de ce patriarcat est une longue histoire, mais de dire dans les sociétés d'avant, la domination des hommes sur les femmes n'est qu'un élément d'une domination et d'une hiérarchie qui existe de manière supérieure. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, domination des hommes sur les femmes, c'est-à-dire que tous les hommes dominent toutes les femmes. Or, dans les sociétés traditionnelles, il y a certaines femmes qui dominent les hommes. Si vous êtes une femme d'une société aristocratique, d'une caste aristocratique, vous dominez les hommes. Prenons l'exemple de l'Inde ou du Pakistan, pays très patriarcaux. Benazir Bhutto, Indira Gandhi.
elles deviennent Premier ministre. On n'a pas eu beaucoup de présidents de la République femmes en France. Elles deviennent Premier ministre. Pourquoi ? Parce qu'elles sont les descendants, les chefs des castes dominantes et de leur propre clan. Voilà. Et donc, on voit que dans ce système-là, donc la domination clanique, la domination castique, il y a une prééminence sur la domination sexuelle. Et sexuelle, dans des pays qui sont pour autant considérés comme extrêmement patriarcaux. Donc, vous voyez que ce mot patriarcat est devenu un mot vraiment obstacle qui nous empêche de penser la complexité des choses et qui consiste à dire aujourd'hui que notre société, parfois on l'entend dans les positions néo-féministes, est encore plus patriarcale qu'elle ne l'a été par le passé. Un truc complètement sidérant. Donc là, c'est une méconnaissance de l'histoire. On devrait se réjouir du fait que aujourd'hui, la femme est devenue, et ça c'est un fait tout à fait nouveau, une adulte à part entière. Ce qu'elle n'a jamais été, alors là pour le coup dans toute l'histoire de l'humanité, mais la vérité de l'émancipation féminine, c'est l'accès de la femme au statut d'adulte. C'est ça le fait marquant d'adulte de plein exercice. Aujourd'hui, encore une fois, vous avez dans les débats des années 70 au Parlement l'idée que l'âge adulte, c'est âge viril. Voilà. Celui qui dirait ça aujourd'hui, il se fait flinguer, et à juste titre, alors pour le coup, dans la minute. La femme devient... mais ces évolutions sont extrêmement marquantes. Quand on regarde l'histoire contemporaine de façon assez froide, on s'aperçoit qu'il y a eu des évolutions extraordinairement rapides et puissantes sur la condition de la femme. Ça peut être sur aussi la condition des populations, etc. On a l'impression... Mais dans un quart de l'humanité. Voilà. C'est ça, c'est un quart de la planète. On a l'impression qu'on crée des mots qui finalement écrasent les faits en disant patriarcat, et d'un seul coup, on n'a plus le droit de penser derrière. Et c'est comme si c'était quelque chose, une espèce de volant immanent, une espèce de qui nous surplombe finalement de façon définitive et éternelle, parce que les luttes sont éternelles. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, encore une fois, que sur le plan de l'égalité homme-femme, il y a encore des progrès à faire, c'est incontestable. Mais c'est intéressant de regarder les choses de manière un tout petit peu objective. Sur par exemple, l'accès au travail, par exemple, la fameuse question des salaires. C'est un peu agaçant parce qu'on a beau regarder et citer les études de l'INSEE sur cette question, il y a toujours le chiffre de les femmes gagnent 25% ou 23% de moins, ce qui est vraiment faux. Enfin, vous pouvez regarder les chiffres de l'INSEE, c'est totalement faux. À position égale et à situation égale, l'écart est de 4%. Enfin, Donc, on a des schémas qui sont diffusés massivement dans les médias sans aucune réflexion et qui témoignent du fait qu'effectivement, on se dit c'est quand même scandaleux, ces inégalités qui persistent. Et donc, on se dit il faut encore agir et encore lutter. Et on retombe dans le rapport de force. Donc, ces clés de lecture, qui sont des clés de lecture fallacieuses, finissent par avoir des effets effectivement sociaux. Ce qui fait que, pour le dire très simplement, on est dans une société où, sur les relations hommes-femmes, sur les relations avec les autres, sur les relations avec la diversité dans son ensemble, la suspicion, la méfiance, l'idée qu'on va se faire avoir ou l'idée que les autres sont dangereux s'impose. Et donc, comment faire grandir les autres si vous avez le sentiment que les autres sont en train de vous entuber ? Alors, Henri Tavoyot, comment faire grandir les autres ? Ça va être le point de départ de notre prochaine discussion dimanche prochain, parce qu'on arrive déjà... Alors, j'avais plein de questions à vous poser, mais on a l'occasion d'en reparler à la prochaine émission. Merci en tout cas d'être venu nous parler du vivre ensemble, et nous en reparlons la semaine prochaine. Merci. Pierre-Henri Tavoyot. Merci, avec plaisir.